Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien, que vous voyez bien le partage du diaporama. Donc, je me présente, je suis Elisabeth Poutz, je travaille au service des relations avec les entreprises au sein de la Caisse primaire de Pau. Je, je vais laisser mon collègue, aujourd'hui, nous partageons ce webinaire avec notre collègue de l'URSSAF Aquitaine, Olivier Lalanne, qui se présentera plus en détail après, à qui je vais laisser la parole. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la DSN, puisque c'est un sujet que nous partageons avec l'URSSAF. Lui, Olivier Lalanne, vous parlera plus précisément de la DSN mensuelle, et moi, je vous ferai quelques rappels sur la DSN événementielle arrêt de travail, et la partie qui nous concerne à nous, assurance maladie. Donc, tout d'abord, d'un point de vue technique, je vous demanderai toujours de bien veiller à couper vos caméras et vos micros, de façon à ce que cette rencontre soit bien audible pour tout le monde. Les diaporamas qui vont vous être présentés vous seront envoyés dans le courant de la journée, accompagnés toujours d'une petite enquête de satisfaction. Voilà, donc nous allons commencer cette rencontre par la présentation de l'URSSAF et celle de l'assurance maladie en suivant. Voilà, je laisse la parole à Olivier. Merci Elisabeth. Bonjour à vous toutes et tous. Je suis donc Olivier Lalanne, basé à Pau et je travaille au sein de l'URSSAF Aquitaine. Plus précisément, je suis référent en matière de DSN et je vais vous parler de la DSN et de ses actualités riches et intenses qui ont vu le jour en 2023. Et donc ainsi, je suis à votre disposition en fin de diaporama pour répondre à toutes les éventuelles questions. Eh bien, je vous propose donc de commencer ce webinaire. Et donc, la diapositive, je vais vous présenter d'abord, dans un premier temps, le sommaire URSSAF. Voilà. Donc, au sommaire, je vais vous parler du suivi DSN qui est rentré en vigueur au 1er janvier 2023, ainsi du tableau de bord pour les tiers déclarants, qui concerne essentiellement les experts comptables, le guichet unique et le registre national des entreprises, qui a vu le jour également au 1er janvier 2023, même s'il connaît et rencontre quelques grosses difficultés. Le bonus-malus d'assurance chômage, ainsi que le renoncement au projet de transfert Agir Carco. Et pour terminer, quelques actualités au niveau des effectifs sur le DOTH et la CFPTA. Donc, on va commencer par le suivi des scènes et les comptes rendus normalisés. Suite à la nouvelle norme d'échange optimisé des retours sociaux qui rentre en vigueur au 1er janvier 2023, nous avons mis en place un suivi des scènes et donc l'URSSAF est le premier organisme à adapter cette nouvelle norme. Donc, elle vise à normaliser les comptes rendus métiers avec des messages d'anomalie apportant davantage de précision et une capacité à industrialiser et automatiser la correction des anomalies DSN directement dans le logiciel de paie. Donc, sur l'ensemble des contrôles URSSAF, il y en a 32 qui vous sont restitués dès le 1er janvier 2023 via ce nouveau format. Enfin, avec ce compte rendu métier normalisé, cohabiteront également les comptes rendus métiers URSSAF que vous connaissez déjà, qui sont actuellement en production, et ainsi que tout ce qui est données agrégées, paiement, données individuelles, et enfin, comparaison de données individuelles avec données agrégées. Donc, ces comptes rendus métiers restituent les anomalies de contrôle qui portent donc, comme je vous le disais, sur les données individuelles entre elles, les données agrégées, qui sont les données recouvrées par l'URSSAF, et enfin les données individuelles et les données agrégées en deux temps. Donc, il y a avant exigibilité, au plus tard 4 heures après le dépôt de la DSN. Donc, tant que l'exigibilité n'est pas atteinte, cela vous permet de corriger et de redéposer une nouvelle DSN, c'est ça qui est très intéressant. Et enfin, après exigibilité, un compte rendu métier qui vous sera transmis au plus tard 5 jours après le dépôt. Donc, ce compte rendu métier normalisé, il remonte 3 types de contrôles. Comme vous savez, les contrôles qui portent sur la comparaison entre les données individuelles et la donnée agrégée. Donc, ça veut dire, en gros, le bloc 23 qui correspond aux données agrégées et les blocs 78, 79, 81 ou 40 qui sont, eux, concernent les données individuelles.
les données agrégées entre elles, qui portent uniquement sur le bloc 23, et les données individuelles entre elles, qui elles portent sur les blocs 78, les composants 79 et 80. Pardon, comment on fait pour revenir en arrière? Ah oui, précédemment. Un peu vite, excusez-moi. J'ai été un peu vite. Donc, en janvier 2023, ce CRM normalisé restituera donc, il vous restitue pardon, tous ces types de contrôles. Alors, je reconnais que le langage n'est peut-être pas très parlant. Donc, vous pouvez voir dans la partie gauche du tableau, tout ce qui est référence NeoRes, c'est la nouvelle norme. Les références internes, DA signifie données agrégées. Et enfin, le libellé qui est quand même un peu plus parlant. Dans la partie de droite, c'est la suite. Donc, c'est également tout ce qui concerne plus les données individuelles, données agrégées. Voilà ces 32 points de contrôle qui vous sont restitués. Qu'il convient de corriger, bien évidemment, dans la mesure du possible. J'en conviens que vous rencontrez des difficultés dès lors que vous déposez la DSN, clôture de paye, etc., etc. Si les contraintes du métier restituent beaucoup d'anomalies, il faut bien comprendre que je suis conscient des difficultés que vous pouvez rencontrer. Pour ce faire, nous sommes à votre disposition. Vous pouvez déposer toute demande via votre espace en ligne, via lettre entreprise. Voilà. Donc, la cinématique de la fiabilisation à compter de janvier 2023. Donc, en haut du tableau, il y a les contraintes du métier avant l'exigibilité. Hein. Donc, ça permet une correction avant le dépôt de la DSN, avant l'exigibilité, pardon, et dès le dépôt, ce qui permet une correction immédiate et non pas de refaire des blocs de régularisation à terme, parce que le but du jeu, c'est bien sûr de corriger avant l'exigibilité, de façon à ce que, je vous disais, de vous éviter à nous fournir des blocs de régularisation à revenir donc sur les périodes antérieures. Ceci étant, vous avez quand même la possibilité post-éligibilité de revenir sur la peine. Là, à ce moment-là, il sera nécessaire de vous fournir des blocs de régularisation pour les corrections. Il faut bien comprendre que ces contraintes du métier, dès lors qu'elles portent sur les données individuelles, nécessitent très souvent une correction et donc une modification du paramétrage. Pour en avoir rencontré plusieurs cas, souvent il faut vous incombe de faire appel à votre éditeur de paie et de revoir le paramétrage sur les données individuelles. Donc, il y a les contrats du métier type 61 qui existent déjà depuis plusieurs années. Et la nouveauté, c'est les contrats du métier de données individuelles type 62 qui vous sont restitués désormais dès le dépôt de la DSN et qui, à terme, permettent donc de supprimer les campagnes de fiabilisation que nous opérons depuis 2019 maintenant, qui reviennent sur des périodes, voire des années N-1. Le but du jeu, c'est de fiabiliser en temps et en heure les données que vous nous restituez, puisque l'URSSAF est garante des données qu'elle reçoit et doit fiabiliser les données qu'elle reçoit pour les comptes de nos prestataires, de nos partenaires, pardon, et notamment les caisses de retraite complémentaires. Mais également tout ce qui est donné pour l'emploi, données même caisse primaire, etc., etc. Donc, ces CRM instantanés permettent justement une fiabilisation immédiate et plus rapide. Il faut bien comprendre qu'il y aura des comptes rendus métiers de rappel en juillet de l'année N au titre de la période antérieure de janvier à juin N. Ça devrait être mis en place à compter de l'horizon de juillet 2024, donc on n'y est pas encore. Peut-être que d'ici là, il y aura des améliorations. Il y aura également un compte rendu métier annuel qui sera déclenché sans dépôt de DSL pour rappeler des anomalies transmises via les comptes rendus métiers mensuels et les comptes rendus métiers de rappel toujours en attente de correction. Ça également à compter de mars 2024. Et enfin, il est prévu également, je vous en parle, mais rien n'est encore acté officiellement, la DSN de substitution en cas de non-fourniture de DSN, mais ça verrait les jours également en 2024. Il faut bien comprendre également qu'à l'horizon 2024, les contrôles URSSAF vont s'extendre également aux contrôles
AGIRC-ARCO, même si le transfert de recouvrement des cotisations à AGIRC-ARCO n'a pas eu lieu en 2023 et n'aura pas lieu non plus en 2024. Pour autant, les contrôles vont rester à la charge de l'URSSAF. Pour continuer et passer à autre chose, je vais vous parler un peu du tableau de bord pour les tiers déclarants, notamment pour les experts comptables, un nouveau tableau de bord qui permet de simplifier la gestion au quotidien de votre portefeuille client grâce à des nouvelles fonctionnalités et à des améliorations disponibles à partir de votre espace en ligne. Donc, la nouveauté, il y a un indicateur de messages non lus qui est accessible depuis votre page d'accueil. La reprise de l'historique des messages non lus, elle est limitée par contre au 1er octobre 2022. Permet aussi, là, ces nouveautés, un suivi de vos clients plus facile, pardon. Donc, parmi ces nouvelles fonctionnalités disponibles, retrouver toutes les actions de suivi de dossiers de vos clients directement sur votre portefeuille et ainsi accéder aux services en ligne adaptés au statut de votre client. Donc, les améliorations, un accès direct aux fonctionnalités essentielles, par exemple pour la gestion des utilisateurs, les mises à jour de vos comptes clients, par l'ajout d'un compte par exemple. Également, vous avez la possibilité de rechercher un compte client depuis votre page d'accueil en renseignant directement dans la barre de recherche l'information que vous souhaitez voir apparaître. Vous pouvez faire également des tris en fonction du nom, de la raison sociale, du SIRET. Je sais que beaucoup d'experts comptables enregistrent leur portefeuille par le nom, alors que nous, en URSSAF notamment, et de par l'architecture, le SIRET est le numéro commun et unique à tous les organismes pour une entreprise. C'est l'identifiant de l'entreprise. Donc souvent, on sait que les experts comptables rencontrent des difficultés dans les recherches. Vous avez également la possibilité de consulter notre fiche pratique ainsi qu'une présentation de vos services dédiés. Donc, voici en gros ici une image du tableau de bord avec les différents portefeuilles. Donc, je disais, gérer les utilisateurs, ajout d'un compte, l'indicateur des messages non lus, la possibilité de rechercher un client par le nom ou par le SIRET, etc. Et enfin, la liste de la première page des clients. Pour tout ce qui est du guichet unique, donc c'est un nouveau service qui a été mis en place pour les formalités des entreprises, qui a été qui a été donné à l'INPI, alors que l'URSSAF avait postulé pour prendre en charge, mais c'est l'INPI qui a été choisi pour des raisons politiques qui nous dépassent. Donc, depuis le 1er janvier 2023, toutes les formalités se font sur ce site-là, même si nous connaissons et les entreprises rencontrent beaucoup de difficultés pour tout ce qui est immatriculation, modification, radiation. Je sais que vous est proposé de passer par la méthode qu'il existait auparavant. Ce service rencontre beaucoup de difficultés, donc je suis un peu au regret de ne pas pouvoir vous en dire plus, mais je crois que ça tente à s'améliorer de façon à que ça marche. Pour tout ce qui est médecin remplaçant, c'est toujours par contre sur le même site. Pour tout ce qui est CFE, il existe encore le cfeursaf.fr. Pour tout ce qui est les démarches de déclaration d'emploi d'un premier salarié ou de fin d'emploi de salarié, le site cfe.ursaf.fr, lui, reste accessible. Ne m'étends pas trop sur le guichet unique, sachant que ça ne fonctionne pas bien, et donc il a fallu s'adapter. Nous allons parler maintenant du bonus-malus d'assurance chômage qui a vu le jour, qui devait voir le jour en 2021, mais pour des raisons liées à la crise sanitaire, il n'est apparu qu'au 1er septembre 2022. Donc, ce bonus-malus, il est rentré en vigueur par la loi pour les libertés de choisir son avenir professionnel. C'est un décret relatif au régime d'assurance chômage. Les éléments de contexte, ça permet de lutter contre le recours abusif au contrat court. Donc, en fait, c'est inciter les entreprises à embaucher plutôt en CDI plutôt qu'en CDD. En fait, le but du jeu, c'est que moins il y a de CDD, moins les employés qui sortent de ces CDD
ont recours à l'assurance chômage. Voilà. Donc, il s'agit de responsabiliser les employeurs en les incitant à intégrer dans leur décision de recruter, de former et de se séparer de salariés les conséquences que celles-ci induisent sur le coût financier et social du chômage. Donc, comme je vous le disais, il devait être initialement mis en œuvre en 2021. Il a été reporté pour des raisons de la crise sanitaire au 1er septembre 2022. Donc, il y a 3 étapes clés au calcul des clés d'assurance chômage bonus-malus. La première, c'est la détermination du taux de séparation de l'entreprise, la détermination du taux de séparation médian du secteur de rattachement, et enfin le calcul du taux de contribution modulée de l'entreprise. Le taux de séparation de l'entreprise, lui, il se calcule en fonction du nombre de séparations, c'est-à-dire le nombre de fins de contrat qui ont été ensuite s'inscrire à Pôle emploi par rapport à l'effectif moyen annuel de l'entreprise. C'est-à-dire le nombre de séparations implique que ce sont des salariés qui ont été ensuite s'inscrire à Pôle emploi. Certains peuvent avoir terminé leur contrat à durée déterminée et être rembauchés dans une autre entreprise. Dans ce cas-là, ils ne figureront pas dans ce nombre de séparations. Le taux de séparation médian du secteur, c'est une médiane des taux de séparation du secteur pondéré par la masse salariale du secteur. Ce taux, lui, il n'est pas contestable, il est fixé par les pouvoirs publics. Et enfin, le taux de contribution modulé, qui, lui, se calcule par rapport au taux de séparation de l'entreprise par rapport au taux de séparation médian. Donc, je vous laisse le soin de regarder la formule de calcul. Il faut juste savoir qu'il y a un plancher minimum de 3% de cotisation et un plafond de 5,05. Alors qu'aujourd'hui, la cotisation d'assurance chômage classique, elle est à 4,05. Donc, le bonus-malus peut être un bonus pour des entreprises comme un malus, mais il ne faut pas le voir comme une nouvelle charge supplémentaire. Ça peut être incitatif et donc faire réduire les cotisations d'assurance chômage. Donc, le nombre de séparations, c'est les fins de contrat ou de mission d'intérim ayant donné lieu à une inscription dans les 3 mois à Pôle emploi. Donc, voilà, vous avez en dessous la liste des fins de contrat qui sont prises en compte, à l'exception des fins de contrat des missions, des fins de contrat de mission, des fins de contrat d'apprentissage qui, elles, sont exclues. L'effectif moyen annuel, lui, est calculé conformément à l'article L130-1 du Code de la Sécurité sociale. Il est donc fixé au travers de vos DSN mensuels et donc des effectifs moyens mensuels calculés chaque mois. Donc, cet effectif moyen annuel est contestable, bien évidemment, mais il relate le fruit de vos DSN. Donc, les effectifs inscrits, de la quantité de temps de travail enseigné dans vos DSN. Le taux de séparation médian du secteur, lui, correspond aux médianes par exercice de référence des taux de séparation de l'ensemble des entreprises du secteur, de 11 salariés et plus, pondérés par la masse salariale, par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de 11 salariés et plus. Donc, comme je vous le disais, il est publié par arrêté chaque année et il n'est donc pas contestable. Enfin, chaque exercice de référence correspond à une année civile, hormis les 2 premières années, comme vous avez pu le voir. Le taux d'assurance chômage bonus-malus est entré en vigueur au 1er septembre 2022, mais la période de référence a démarré du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Cela veut dire qu'on s'est servi des données donc de l'effectif moyen annuel 2021 du 1er juillet au 31 décembre 2021, puis du 1er janvier au 30 juin 2022. Donc, ça permet de calculer un effectif moyen annuel intermédiaire et également le nombre de séparations par rapport à cette période-là. Pour tout ce qui est prochainement au 1er septembre 2023, la période de référence va redémarrer du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Donc, l'exercice de référence, c'est la période prise en compte pour la détermination des éléments du calcul. Donc, c'est un peu compliqué et fastidieux puisque nous sommes dans des périodes, des années glissantes et non pas celles qui ne correspondent pas encore aux années 6. Donc, dans cette diapo, voici une synthèse des années de référence. Et donc, nous nous situons dans l'année, encore dans l'année N1, hein, puisqu'on applique les taux modulés par les employeurs sur la période de référence du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Sachant qu'au 1er septembre 2023, donc on se rentrera dans l'année 2, la période de référence, et comme je vous le disais précédemment,
sera du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Donc, vous verrez à ce moment-là votre taux d'assurance chômage bonus-malus, sans doute, peut-être ou pas, modifié en fonction du nombre de fins de contrat que Pôle emploi aura rencontré et du taux médian, du taux médian du secteur. Enfin, pour terminer dans l'année 5, nous rentrerons dans une année cible. Alors, c'est un peu compliqué et fastidieux, mais c'est vrai que ce calcul est quand même assez complexe et je reconnais que les entreprises rencontrent beaucoup de difficultés à même comprendre le calcul des taux, le nombre de séparations, etc., etc. Nous-mêmes, l'URSSAF, nous interrogeons à ce jour pour connaître, savoir à qui interroger pour comprendre le nombre de séparations et les taux attribués aux entreprises. Donc, il y a des contrats qui sont exclus du dispositif de modulation, donc tout ce qui est contrat de mission mentionné, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat de travail à durée déterminée d'insertion, contrat de mise à disposition. Pour tous ces contrats-là, le taux d'assurance chômage en vigueur reste un taux de 4,05. Les contrats relatifs aux intermittents du spectacle ne font pas l'objet d'une modulation non plus. Pour tout ce qui est secteur de S1, tout ce qui est lié à la crise sanitaire, ils ne sont pas rentrés encore en vigueur en septembre 2022. Ils vont y rentrer au 1er septembre 2023. Le législateur a souhaité reporter leur entrée en vigueur. Donc, la liste S1, ça concerne tout ce qui est hébergement, transport, fabrication de denrées, etc. Modalité de déclaration en DSN, donc j'imagine que je ne vais pas vous apprendre quelque chose. Pour tout ce qui est maille individuelle, ça sera toujours dans le bloc 78, pour tout ce qui est assiette et période de référence. Pour la cotisation, ça reste le bloc 81, dans le code de cotisation 040. Et là, il y a toujours le montant de l'assiette, le montant de la cotisation. Pour la maille agrégée, c'est la nouveauté. Donc, la cotisation d'assurance bonus-malus ne se positionne plus sur le code type personnel 772, mais sur le code type personnel 725, dans le bloc 23 de la cotisation agrégée, avec toujours pareil, dans le qualifiant d'assiette, il faut avoir racine de 920, et enfin le taux modulé qui est propre à chaque entreprise, avec le montant de l'assiette et donc le montant de la cotisation qui se calcule automatiquement. La gestion des contestations, c'est possible de contester, mais principalement sur certains éléments. Donc, pour mémoire, la notification du taux qui vous a été envoyée en septembre 2022, il vous est possible de la contester à partir soit de l'effectif moyen annuel, soit du nombre de séparations, soit aussi également de votre activité principale qui est souvent peut-être plus adaptée et différente de celle qui est connue auprès de l'INSEE ou même auprès de l'URSSAF. Et enfin, par rapport à votre identifiant de convention collective. Lui, le taux de séparation, je vous rappelle, il n'est pas contestable. Pour tout ce qui est annulation du transfert des cotisations de retraite complémentaires, comme vous avez pu le savoir, ce projet a été supprimé fin d'année 2022, alors que l'URSSAF s'était préparé par des tests durant toute l'année, moi-même compris. Cette annulation fait suite à la loi sur la retraite dont on a tous entendu parler actuellement. Et donc, ce projet de loi verra peut-être ou pas le jour. Pour le moment, le législateur a décidé de reporter ou de retirer le transfert du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire. Pour autant, nous continuons à fiabiliser les données pour nos partenaires de l'AGIRC et de l'ARCO. Enfin, et pour terminer, on va vous parler un peu de l'actualité au niveau des effectifs. Au titre de l'année 2022, l'URSSAF a calculé et a mis à disposition des entreprises,
savez déjà, l'effectif moyen annuel 2022, mais également l'effectif moyen annuel pour l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, pour les bénéficiaires d'emploi, bénéficiaires à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et pour les ECA. Donc, vous avez en lien, vous aurez le diaporama à disposition et en lien tout ce qui concerne l'OETH sur notre site ursaf.fr. Il y a également récemment l'effectif moyen annuel pour tout ce qui est contribution supplémentaire à l'apprentissage qui a vu le jour, et tout ce qui est contrat favorisant l'insertion professionnelle, un effectif moyen annuel, vous a été également déterminé. Alors, la notification des effectifs, j'essaie de vous faire une synthèse un peu pour la notification des effectifs 2022. Donc, pour tout ce qui est général, bon, c'est l'effectif moyen annuel. DOTH, c'est sur la déclaration sur la DSN d'avril, donc c'est l'actuel. Vous devez déclarer au 5 ou 15 mai 2023 vos effectifs. Et enfin, pour tout ce qui est CFPTA, vous devez déclarer la contribution supplémentaire à l'apprentissage de l'année 2022 pour les entreprises de plus de 150 salariés. Ça concerne, c'était à faire sur la DSN de mars. Là, en revanche, il vous incombe de déclarer le solde de la taxe d'apprentissage de l'année 2022 sur la DSN d'avril 2023. Donc, c'est vraiment actuel. Il m'a été chargé également de vous parler à propos de ce solde de la taxe d'apprentissage, une plateforme qui existe et qui s'appelle soltea.gouv. Il vous incombe de choisir l'organisme pour lequel vous souhaitez attribuer, déclarer le solde de la taxe d'apprentissage. Vous devez le payer auprès de l'URSSAF, mais vous devez choisir via ce Soltea l'organisme en question. Et pour ma part, j'en ai terminé. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des discussions, des questions. J'étais peut-être un peu rapide. Donc, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Alors, un participant m'a demandé si vous alliez recevoir le PowerPoint de cette réunion. Oui. Oui, tout à fait. Les deux PowerPoint, le diaporama, seront adressés dans le courant de l'après-midi. Vous avez des questions pour mon collègue de l'URSSAF? Non, évidemment pas. Pas de questions. Bon, nous allons passer alors à la présentation de l'assurance maladie. Vous pourrez toujours poser des questions ensuite. Certaines vous viennent à l'esprit. Alors, nous allons donc changer le diaporama. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien là, le diaporama de l'assurance maladie. Donc, je reprends la parole et pour ma part, je vais vous parler de la DSN événementielle arrêt de travail et des tableaux de bord pour la partie qui nous concerne à nous, l'assurance maladie. Donc, nous verrons d'abord le sommaire de cette présentation est celui-ci. Nous rappellerons brièvement quelques généralités sur la DSN. Nous reverrons quelques points de vigilance, puisqu'ils ne sont pas encore, pour certains, c'est peut-être des répétitions, mais pour d'autres, il est encore bon de le répéter. Nous reverrons quelques bonnes pratiques, toujours pareil pour un signalement d'arrêt réussi, de façon à ce que les données que l'on reçoive soient le plus correctes possible d'entrée, de façon à limiter les délais de traitement, à ce que les indemnités journalières vous soient réglées le plus rapidement possible. Et nous reverrons enfin le tableau de bord qui vous permet de voir de savoir si votre arrêt de travail va être indemnisé ou pas. Donc, tout d'abord, pour rappel, quelques généralités. Donc, la DSN, à présent, vous savez très bien comment ça fonctionne. Toutes les données sociales concernant vos salariés sont enregistrées dans votre logiciel de paie. Vous avez d'un côté les données. Donc, au lieu de faire X déclarations à divers organismes sociaux, comme vous pouviez le faire auparavant, ce sont les différents organismes, vous ne faites plus qu'une seule déclaration mensuelle, ce sont les différents organismes sociaux
qui vont piocher dans les DSN mensuels les éléments dont ils ont besoin. Et ensuite, la DSN est ponctuée de 3 signalements. Donc, vous pouvez être amené à faire un signalement d'événement pour les fins de contrat, cela concerne Pôle emploi. Et pour nous, assurance maladie, vous pouvez être amené à faire des signalements arrêt de travail qui donnent lieu à la reconstitution de l'attestation de salaire. Et vous pouvez également nous signaler les reprises de travail anticipées, c'est-à-dire lorsque votre salarié reprend le travail avant ce qui était prescrit, avant la fin de ce qui était prescrit par le médecin. Donc, il faut noter que pour la fonction publique, la DSN événementielle, elle ne peut être faite que pour les agents contractuels. Les titulaires de la fonction publique sont exclus pour le moment du champ DSN. C'est-à-dire, vous devez les déclarer, bien entendu, toujours, ils font partie de la DSN mensuelle, mais vous ne pouvez pas faire d'événements arrêt de travail ou reprise anticipée pour ces agents-là, même pour pour les agents de moins de 28 heures qui relèvent de l'IRCANTEC et pour lesquels nous, caisse primaire, nous versons les indemnités journalières. Vous êtes obligé encore de déclarer l'attestation de salaire sur Net Entreprise. Pour le moment, la DSN événementielle ne fonctionne pas pour ces agents-là. Donc, quelques points de vigilance, toujours pareil, surtout si vous modifiez les données concernant votre salarié, que ce soit concernant son identité ou son contrat, c'est-à-dire le numéro de contrat, la date de début de contrat essentiellement. Si vous changez ces données-là, il faut vous assurer que le bloc 41 qui correspond au changement, alors le bloc 41 c'est pour le changement de contrat et le bloc 31 c'est pour des changements concernant l'identité de vos salariés, il faut vous assurer que ces blocs sont correctement complétés parce qu'ils permettent en fait aux informations d'être liées entre elles. Et ils permettent d'assurer la reconstitution d'une attestation de salaire si par cas votre salarié venait à être en arrêt de travail. Si ces blocs ne sont pas correctement complétés, le système ne va pas s'y retrouver, il ne va pas lier les informations du nouveau contrat aux informations de l'ancien contrat, et du coup vous allez avoir un rejet pour cause d'historique manquant. Voilà. Alors même si quand vous faites pour indemniser un arrêt de travail, bien souvent, dans le cas standard, il faut 3 mois, la période de référence elle correspond à 3 mois de salaire, mais pour arriver à reconstituer une attestation de salaire, le système il va remonter au moins 1 an avant. Et donc, si vous avez eu, même s'il ne faut que 3 mois, si vous avez eu un changement de contrat, de numéro de contrat dans les 6 mois qui précèdent l'arrêt de travail, ça peut bloquer la reconstitution de l'attestation de salaire si les données n'ont pas été enregistrées correctement dans votre logiciel de paie, par exemple. Donc ça, il faut vous assurer auprès de, si vous ne le savez pas encore, il faut vous en assurer et voir ce problème avec votre éditeur de logiciel. Ensuite, il faut aussi, de façon que l'attestation de salaire, pour assurer la reconstitution, j'étais un peu trop loin, pardon. Pour assurer la reconstitution de l'attestation de salaire, il faut veiller à exploiter les données qui vous remontent dans le bilan d'identification des salariés. Donc, ce bilan d'identification des salariés, il vous remonte à chaque fois lorsque vous envoyez des DSN mensuels. Et dans ce bilan d'identification des salariés est comparée la façon dont les salariés sont enregistrés dans votre logiciel de paie et la façon dont ils sont enregistrés au SNGI, qui est le Système national de gestion des identifiants. Donc là, il faut, s'il y a des anomalies, alors des fois ça peut être sur les noms, pour les noms un peu longs, si vous l'avez mal orthographié, enfin des anomalies peuvent remonter également pour les femmes mariées. Il faut veiller vraiment à enregistrer à l'endroit prévu à cet effet le nom de naissance et à l'endroit prévu dans votre logiciel le nom marital. Il est important d'enregistrer les 2 noms là où il faut. Voilà, ça peut être source de problèmes de reconstitution de l'attestation de salaire si ce n'est pas fait correctement. Et donc, dans ce bilan d'identification des salariés également, donc sur l'orthographe des noms et prénoms, voilà, il faut veiller à les corriger, mais tout en demandant quand même à votre salarié, il faut veiller à faire la correction correctement et à vérifier en lui demandant son attestation de droit ou éventuellement sa carte vitale pour bien vérifier son numéro de sécurité sociale et la façon dont sont orthographiés les noms dessus.
Vous devez donc vous assurer que les droits de vos salariés sont à jour également, et on vous demande de vérifier l'attestation de droit ou la carte vitale pour bien vérifier le numéro de sécurité sociale de votre salarié, de façon à enregistrer le numéro correct dans votre logiciel de paie. J'insiste bien là-dessus parce qu'il m'est arrivé de voir des anomalies à ce niveau-là. Et bon, ça a de lourdes conséquences et de fâcheuses conséquences pour le respect des droits sociaux de vos salariés si vous vous trompiez par hasard, enfin, malencontreusement, de numéro de sécurité sociale. De même, pour faire le lien avec le bilan d'identification des salariés, il se peut que vous employiez de la main-d'œuvre étrangère pour laquelle vous n'avez pas encore eu un numéro de sécurité sociale n'a pas encore été affecté. Donc, vous y avez créé un numéro technique temporaire, on va le voir après ça. En attendant d'avoir le numéro définitif, dans votre logiciel de paie, vous avez créé un numéro technique temporaire. Il se peut que dans le bilan d'identification des salariés, vous remonte un numéro de sécurité sociale d'un salarié qui s'appelle de la même façon, qui est né dans le même pays. Voilà. Je vous invite à ne pas prendre pour argent comptant ce numéro de sécurité sociale qui vous remonte du SNGI dans le bilan d'identification des salariés avant de l'enregistrer dans le logiciel de paie. Surtout, demandez à votre salarié l'attestation de droit ou tout justificatif qu'il aurait reçu de l'assurance maladie justifiant de son numéro de sécurité sociale réel. Parce il m'est arrivé de rencontrer des salariés étrangers qui ont le même nom et prénom, qui sont nés dans le même pays, et donc pour lesquels il peut y avoir des erreurs. Hein. L'un prend le numéro de sécurité sociale, se voit attribuer le numéro de sécurité sociale de l'autre. Bref, bon, voilà. C'est fâcheux ensuite pour arriver à tout remettre comme il faut, et c'est surtout que les droits sociaux de l'un les droits sociaux des salariés concernés ne sont pas respectés. Voilà. Il y a des soucis ensuite pour les impôts, pour la retraite. Donc, il faut vraiment veiller à enregistrer les bons numéros. Donc, comme je vous disais, si vous employez des salariés pour lesquels vous n'avez pas encore, ne sont pas encore immatriculés à la sécurité sociale, en attendant qu'ils le soient, en attendant de recevoir le numéro définitif, vous devez lui créer un numéro technique temporaire dans votre logiciel de paie. Donc, il commencera, donc ici, on vous décrit la façon dont il doit être construit, ce numéro technique. Il doit commencer donc par 1 ou 2 selon le sexe du salarié. Il est suivi du SIREN de l'entreprise et suivi d'un identifiant unique et pérenne que vous lui donnerez, vous, employeur. Voilà. Ce numéro technique temporaire, il désigne un salarié et un seul dans l'entreprise, et il ne peut pas servir ensuite pour un autre salarié. Et donc, la valeur du numéro technique temporaire, elle devra être remplacée ensuite par le numéro de sécurité sociale définitif lorsque vous en aurez connaissance. Voilà pour ces quelques points de vigilance. Reprenons à présent les bonnes pratiques donc, pour faire en sorte que les indemnités journalières soient réglées le plus rapidement possible. Alors, à la base, avant toute chose, pour que les indemnités journalières soient réglées le plus rapidement possible, il faut tout d'abord que le salarié nous adresse dans un délai de 48 heures son avis d'arrêt de travail. Je vous invite à faire ce rappel auprès de vos salariés. Les salariés doivent impérativement respecter ce délai, puisque s'ils ne le respectent pas, ils sont passibles de sanctions. Et s'ils sont passibles de sanctions, vous pouvez l'être, vous, parallèlement, si vous subrogez les indemnités journalières. En effet, si le délai de 48 heures n'est pas respecté, donc lors du premier constat, le salarié recevra un courrier d'avertissement. S'il renouvelle cette erreur, ce non-respect du délai dans les 2 ans qui suivent, il aura une réduction de 50% de ses indemnités journalières. Par contre, si l'on reçoit l'avis d'arrêt de travail à l'issue de l'arrêt, c'est-à-dire lorsqu'il est échu, et ceci dès le premier constat, il n'y aura aucune indemnisation possible. C'est-à-dire si on reçoit son avis d'arrêt de travail alors que la période de prescrite est échue, nous n'indemniserons pas l'arrêt de travail. Et cela, donc voilà, dès le premier constat, et ces sanctions-là seront appliquées même si les indemnités journalières sont subrogées. Donc, vous pouvez être pénalisé vous-même. C'est pour cela qu'on vous invite à rappeler ce délai à vos salariés.
Bon, bien entendu, on a quelques tolérances par rapport aux délais postaux. On n'applique pas 48 heures pile, mais pour veiller à respecter ce délai le plus possible. Et sachez que nous n'accepterons pas le volet 3 pour indemniser un arrêt. Bien souvent, l'employeur réclame parce qu'il n'a pas été réglé. On lui dit qu'on n'a pas reçu l'avis d'arrêt de travail. Alors, l'employeur souhaite souvent nous adresser le volet 3, mais non, le volet 3 n'est pas acceptable à notre niveau. Dans ce cas-là, si le salarié a perdu les volets 1 et 2, il faudra qu'il fasse faire un duplicata par son médecin. Nous n'accepterons que les volets 1 ou 2. Vous devez effectuer un signalement d'arrêt, quelle que soit la durée de l'arrêt. Donc, même si l'arrêt dure moins de 3 jours, vous pouvez être amené à vous dire que bon, c'est la carence, vous n'allez pas l'envoyer. On vous invite à l'envoyer parce que, pour la bonne raison que si le salarié a une affection de longue durée, ce que vous n'êtes pas censé savoir, on ne retiendra la carence que lors du premier arrêt. Tous les arrêts suivants qui sont en rapport avec cette affection de longue durée, on ne retient pas la carence. On vous invite à faire un signalement d'arrêt dans les 5 jours lorsque les indemnités journalières doivent être versées à l'assuré. Si les indemnités journalières sont subrogées, si vous demandez la subrogation, vous pouvez attendre l'envoi de la DSN mensuelle pour faire le signalement d'événements simultanément. Le date du dernier jour de travail. Alors, on rencontre encore beaucoup d'erreurs sur cette date du dernier jour de travail. La règle générale est celle-ci. Si votre salarié a travaillé le jour de l'arrêt, le jour de la prescription de l'arrêt de travail, c'est ce jour-là que vous devez indiquer comme date de dernier jour de travail. Et s'il n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, vous devez indiquer la veille, quel que soit le jour, que ce soit même si votre salarié est en congé, même si c'est un dimanche, si c'est un jour habituellement non travaillé par votre salarié, peu importe, vous devez indiquer la veille. Voilà. Si toute journée commencée n'est pas indemnisable par la CPM, mais par l'employeur. C'est-à-dire si votre salarié est venu travailler 2 heures de temps et puis il ne se sent pas bien, il est parti chez son médecin, c'est ce jour-là que vous devrez indiquer comme date de dernier jour de travail. Ce jour-là devra être indemnisé par vous, employeur. Pour les prolongations d'arrêt. Pour les prolongations d'arrêt de travail, vous ne devez pas faire un nouveau signalement. Il vous suffit de reporter l'information dans votre logiciel de paie. Cela enrichira la DSN mensuelle et c'est tout. Voilà, un seul signalement suffit donc pour payer un arrêt et toutes ses prolongations. La reprise de travail. De même, la reprise de travail, si elle est classique, si elle se fait à l'issue de l'arrêt prescrit par le médecin, vous ne devez pas nous la signaler non plus. Vous ne devez pas refaire un signalement d'arrêt. Vous devez faire un signalement d'arrêt que si la reprise de travail est anticipée, c'est-à-dire si votre salarié a repris avant la fin de ce qui était prescrit par le médecin. Donc, la reprise de travail, par contre, vous devez la renseigner dans votre logiciel de paie. Elle remonte ainsi via la DSN mensuelle. Et elle a un double effet, c'est-à-dire autrefois, lorsque pour les arrêts de plus de 6 mois, on vous demandait de compléter une attestation de salaire pour ouvrir les droits pour les arrêts de plus de 6 mois, sur laquelle vous deviez noter les heures qu'avait effectué votre salarié durant les 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail. Cette attestation, maintenant, avec le système de la DSN, elle se génère automatiquement sans aucune action de votre part et sans que vous en aperceviez. Donc, il est important que les données, que tout soit bien complété dans votre logiciel de paie, parce que si vous ne clôturez pas les périodes d'arrêt de travail, on recevra, nous, cette attestation de salaire qui n'a pas lieu d'être si votre salarié a repris depuis bien longtemps. Voilà. On en reçoit pas mal qui n'ont pas lieu d'être. Le salarié a repris, mais comme l'employeur n'a pas enregistré la reprise de travail dans le logiciel de paie, cette attestation, le système considère que le salarié est toujours en arrêt de travail et cette attestation donc nous est adressée automatiquement à tort. Ensuite, en cas d'arrêt successif avec un risque différent, pardon, vous devez réaliser un nouveau signalement pour chaque risque. Donc, le cas le plus fréquent, c'est l'arrêt maladie suivi d'un arrêt maternité. Donc là, vous devez bien faire un signalement au risque maladie suivi d'un signalement au risque maternité.
y compris pour le congé pathologique qui s'indemnise au titre de la maternité, donc pour lequel vous devez faire un signalement au titre au risque maternité. Voilà, donc vous devez refaire une attestation pour la bonne raison que la base des salaires n'est pas la même pour la maladie, pour la maternité. Et puis, on ne peut pas savoir si vous subrogez que la maladie, que la maternité, tout, rien. Bon, enfin, bref, à chaque changement de risque, vous devez mettre un nouveau signalement. Par contre, si les arrêts se succèdent et si votre salarié n'a pas repris entre les deux arrêts à risque différents, surtout, vous notez la même date du dernier jour de travail. Le DJT ne change pas d'une attestation à l'autre si le salarié n'a pas repris entre les deux. Le salaire établi. Donc, le salaire établi, vous pouvez être amené à le calculer si, pendant la période de référence, votre salarié n'a pas perçu son salaire dans son intégralité. Pour le calcul d'un arrêt classique pour un cas standard, il nous faut les 3 mois de salaire qui précèdent l'arrêt de travail. Voilà. Si le salarié a eu des absences autorisées durant ces 3 mois, la législation a prévu donc de le protéger et d'indemniser votre salarié sur les salaires, non pas sur les salaires qu'il a perçus réellement, mais sur les salaires qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé normalement en fonction de son contrat de travail, bien entendu. On rétablit toujours à hauteur du contrat de travail, c'est-à-dire si votre salarié est à temps partiel, vous devez rétablir le salaire à hauteur de son temps partiel. Donc, avec la DSN, le montant du salaire établi, il est de la seule responsabilité de l'employeur, puisqu'il le paramètre avec l'aide de son éditeur s'il le faut dans le logiciel de paie. Donc, il faut qu'il soit paramétré correctement dans le logiciel et il remonte automatiquement, il se retranscrit sur l'attestation de salaire que l'on reçoit, nous, ensuite, en cas d'arrêt de travail. La subrogation, donc on le répète toujours, surtout en cas de subrogation, vous devez indiquer la période maximale prévue par votre convention collective ou accord de branche. Il ne faut pas limiter la période de subrogation aux dates de l'arrêt de travail. En effet, si vous n'avez pas le temps si vous avez limité la subrogation à la période d'arrêt de travail et que vous n'arrivez pas que vous ne pouvez pas nous signaler dans les temps la prolongation de la subrogation, nous, au-delà de ce qui était prescrit, de ce qui était noté sur l'attestation de salaire initial, les indemnités seront versées à votre salarié. Et on ne reviendra pas sur ce paiement fait au salarié. Ce sera à vous de régulariser la période ensuite, de régulariser le paiement avec votre salarié. Voilà. Donc, on vous invite à noter la période maximale d'emblée. De toute façon, nous, on ne réglera pas au-delà de ce qui est prescrit par le médecin. S'il n'y a que 15 jours d'arrêt, même si vous avez mis 3 ans de subrogation, on ne réglera que les 15 jours d'arrêt, bien entendu. Et de même, vérifiez toujours les coordonnées bancaires qui sont enregistrées dans votre logiciel de paie, puisqu'ils remontent sur l'attestation de salaire. Donc, veillez à ce que ce soit les coordonnées du compte sur lequel vous voulez que les indemnités journalières soient versées. Et pour faire un parallèle, si vous êtes amené à déclarer une attestation sur Net Entreprise, à présent, vous êtes obligé de compléter, de saisir l'IBAN. À chaque fois que vous faites une attestation de salaire, vous devez saisir l'IBAN. Surtout, notez les mêmes références que les références du compte qui est enregistré dans votre logiciel de paie, c'est-à-dire les références qui nous remontent via les BSN événementiels. Voilà. Parce que si nous, on reçoit certaines coordonnées via la DSN et qu'on reçoit d'autres coordonnées via une attestation faite sur Net Entreprise, à chaque réception d'attestation avec des coordonnées différentes, on est tenu de les enregistrer, donc de les modifier. Donc après, ça peut être fort ennuyeux. Bon, déjà, ça retarde sacrément le paiement des indemnités journalières, parce que le temps que notre service de contrôle, il y a une procédure un peu particulière, donc ça rallonge les délais de paiement. Et puis, ça peut créer des soucis pour vous, vous risquez peut-être de ne pas vous y retrouver si vous avez certaines indemnités journalières sur un compte, d'autres sur un autre. Donc voilà, soyez assez rigoureux sur ces comptes bancaires. Le congé paternité. Donc, petit rappel, le congé paternité, donc il est de 25 jours indemnisés par l'assurance maladie en cas de naissance simple,
et de 32 jours indemnisés par l'assurance maladie en cas de 32 jours en cas de naissance multiple. Donc, à ces 25 et 32 jours se rajoutent les 3 jours indemnisés par l'employeur. Donc, pour le congé paternité, vous devez faire un signalement au risque paternité. Concernant les dates du congé paternité, maintenant, avec la DSN, on les reçoit normalement, si tout fonctionne bien, elles nous sont adressées automatiquement, on les reçoit automatiquement, le système les récupère via le signalement DSN. Voilà. Il se peut que des fois, il y ait quelques soucis informatiques et qu'on soit amené encore à vous demander de compléter l'ancien tableau de fractionnement. Mais normalement, si vous faites une DSN événementielle, on peut récupérer, les dates doivent nous être transmises. Si vous déclarez sur notre entreprise, là par contre, c'est à vous de nous les transmettre. Et pour l'extrait d'acte de naissance, vous devez nous l'adresser via le compte entreprise. Alors, le compte entreprise, on en parle juste après. Donc, tout ce qui concerne les pièces justificatives nécessaires dans le cadre du paiement d'un arrêt de travail, vous devez nous les adresser via le compte entreprise maintenant. Alors, le compte entreprise, c'est une habilitation, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une habilitation que vous devez rajouter sur notre entreprise et qui vous permet donc de nous envoyer les pièces justificatives. Il faut faire ensuite, une fois que vous avez l'habilitation pour le compte entreprise, donc vous cliquez dessus et vous avez une nouvelle fenêtre, vous pouvez avoir plusieurs établissements enregistrés et vous devez aller cliquer sur déposer les pièces justificatives d'indemnité journalière. Vous saisissez le numéro de sécurité sociale du salarié, il y a un contrôle qui se fait, le nom et prénom du coup apparaît automatiquement. C'est le nom de naissance pour les femmes mariées. Et ensuite, vous devez renseigner quelques renseignements sur l'arrêt de travail, notamment la date du dernier jour de travail, pour que l'on sache à quel arrêt se réfère le dépôt de ces pièces justificatives. Et ensuite, vous devez choisir le type de pièce et joindre en format PDF la pièce que vous souhaitez nous adresser. Voilà pour l'envoi des pièces. En cas d'erreur, donc si vous faites une erreur dans les données du signalement sur le motif de l'arrêt, la date de dernier jour de travail ou les dates de subrogation, vous avez la possibilité de faire un signalement d'arrêt annulaire en place. Ce signalement d'arrêt annulaire en place, il permettra à nous de nous adresser une attestation de salaire cochée rectificative. Donc, on saura donc que ce sont les données de cette attestation dont on devra tenir compte. Par contre, si l'erreur relève des heures travaillées ou des éléments des salaires, que ce soit sur les salaires perçus ou sur le salaire établi, dans ce cas-là, il faudra faire une attestation de salaire cochée rectificative sur notre entreprise et revoir le paramétrage avec votre éditeur de logiciel. Voilà, dans ce cas-là, pour que ce soit plus rapide, il vaut mieux faire l'attestation rectificative sur notre entreprise. Sinon, vous allez devoir attendre d'avoir fait la correction des éléments dans les DSN mensuels, donc ça peut être assez long. Voilà. Pour pouvoir être informé d'une anomalie, toujours, veillez à ce que vos profils soient à jour sur notre entreprise, c'est-à-dire à ce que les coordonnées enregistrées dans notre entreprise soient bien les coordonnées de la personne que l'on doit contacter en cas de problème sur l'attestation de salaire. Et de même, pour la partie DSN, vous devez vérifier dans votre logiciel de paie la partie contact émetteur. Voilà, ce sont ces données-là qui se retranscrivent sur l'attestation de salaire. Et c'est fort appréciable lorsqu'on peut joindre la personne concernée dès le premier coup. Est-ce que vous avez des questions pour cette première partie? Vous pouvez les poser via le chat ou prendre la parole si c'est plus facile pour vous. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer sur le tableau de bord. On reverra après. Donc, le tableau de bord, il est important de consulter les tableaux de bord de la DSN pour vous assurer, d'une part, que l'attestation de salaire a pu se reconstituer, puisque lorsque vous faites un signalement d'arrêt, vous ne voyez rien, finalement, vous ne savez pas ce qu'on a reçu. Et donc, un, pour vous assurer la reconstitution de l'attestation de salaire, et deux, ensuite, pour avoir le compte rendu métier du technicien, pour vraiment
le consulter pour savoir si le paiement a pu être fait ou si on vous demande d'autres pièces. Alors, revoyons plus en détail. Donc, dans le tableau de bord, donc, il y a 3 étapes qui garantissent ou qui valident le paiement d'un arrêt de travail. Donc, tout d'abord, lorsque vous faites un événement arrêt de travail, vous avez la première étape, c'est le certificat de conformité, donc qui vous est envoyé par mail et qui est accessible également sur NetEntreprise, enfin, dans le tableau d'abord sur NetEntreprise. Donc, ce certificat de conformité, il garantit en rien le paiement de l'arrêt de travail et il ne garantit pas non plus la reconstitution de l'attestation de salaire. Il garantit juste que la structure du fichier que vous nous avez adressé est conforme à la norme de la DSN. Voilà, il garantit juste le bon formalisme du fichier reçu. L'étape 2, elle n'est accessible, donc ce compte-rendu n'est accessible que via le tableau de bord donc sur NetEntreprise. Après pour certains logiciels, il est rattaché au logiciel de paie, donc il est accessible via le logiciel. Donc pour la plupart, vous devez aller le consulter sur NetEntreprise. Donc cette étape 2, elle garantit, elle valide la reconstitution de l'attestation de salaire. Et ensuite, l'étape 3, c'est le compte-rendu métier qui vous est envoyé par mail et qui est également accessible sur NetEntreprise. Donc, ce compte-rendu métier, c'est le compte-rendu reçu par les techniciens une fois que l'attestation de salaire a été traitée. Donc, il est impératif, tous ces comptes-rendus, de les consulter. Alors, voyons plus en détail. Pour accéder au tableau de bord, vous allez donc sur NetEntreprise, vous allez sur l'habilitation DSN régime général, vous cliquez dessus et vous voyez une fenêtre comme ceci qui apparaît. Et en bas, récapitulatif, vous avez le choix entre DSN mensuel ou signalement d'événement. Donc, il faut cocher signalement d'événement. Et vous avez ici la période pour laquelle vous allez voir les différents signalements d'événements apparaître. Donc, pour changer cette période, vous pouvez cliquer sur Afficher tout ou sélectionner. Ça vous ouvre une fenêtre comme celle-ci. Vous pouvez ici changer l'ampleur de la profondeur de l'historique. Il faut surtout penser à remettre les 00.00, voilà, sinon ça ne fonctionnerait pas. Et vous cliquez sur Rechercher, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec une barre verte ici, une loupe à la fin de la barre, donc pour les événements conformes. Il faut cliquer sur cette loupe et là, vous avez une nouvelle fenêtre avec la liste des événements arrêts de travail qui ont été faits. Bon, je vous accorde que ce n'est pas très lisible. Il faut encore aller cliquer sur la loupe qui est au bout de la ligne pour voir, alors j'ai été trop loin, pour voir apparaître cette fenêtre. Alors ici, lorsque vous avez cette fenêtre-là, vous savez enfin de quel salarié il s'agit. Et là, à préparation des données destinées à la CNAM, c'est à ce niveau-là que vous verrez si l'attestation de salaire a pu se reconstituer ou pas. Si vous avez réussite du traitement, c'est gagné, c'est que l'attestation de salaire s'est reconstituée et qu'elle est parvenue, que nous, en CPAM, on l'a reçue. Par contre, si vous avez ici, à ce niveau, accédé au bilan de traitement, ça veut dire que l'attestation de salaire ne s'est pas reconstituée et que nous n'avons rien reçu. Donc, on ne peut pas vous contacter pour vous dire quel problème il y a. Il n'y a que vous qui puissiez le voir à cette étape-là. Donc, il faut voir le message qui vous est dit. Ensuite, vous cliquez sur accéder au bilan de traitement et vous avez un message d'erreur qui apparaît. Voilà. Si ensuite vous avez du mal à l'exploiter, vous pouvez nous contacter à nous, nos correspondants, enfin, chargés de la relation avec les employeurs. On vous aidera à comprendre la raison de ce rejet. Et ici, au niveau caisse nationale d'assurance maladie, accéder au bilan de traitement, ça correspond au compte rendu métier du technicien que vous recevez également par mail. Voilà, qu'il est impératif de consulter puisqu'il vous dit si le paiement a été réalisé, donc si vous avez l'arrêt est indemnisé, ben, parfait, pas de souci, mais bien ces comptes rendus, on peut être également amené à vous demander d'autres pièces justificatives, à vous expliquer qu'il y a un problème. Par exemple, ici, on vous dit que la date du dernier jour de travail ne semble pas en adéquation avec la date de début de prescription de repos qui est enregistrée dans nos bases. Donc, dans ce cas-là, vous devez revoir votre attestation de salaire, voir la date du dernier jour de travail que vous avez indiquée par rapport à la prescription de l'arrêt de travail et refaire une attestation de salaire rectificative, une DSN événementielle arrêt de travail, annulaire en place, donc,
en modifiant la date de dernier jour de travail comme il se doit. Voilà. Et donc, ce message-là, vous le recevez également sous cette image-là. Ceci, c'est le reflet de ce que vous recevez par mail. Voilà pour les comptes rendus. Donc, ici, on vous rappelle, pour terminer, le 3679, qui est la plateforme à privilégier pour toutes vos réclamations. Donc, vous devez faire le choix 1 pour le suivi du dossier ou le choix 2 pour la hotline sur les différents téléservices de l'assurance maladie. Pour la hotline, si vous avez des difficultés sur l'utilisation des différents téléservices ou pour certains points de la réglementation, vous pouvez nous contacter à nous, vos contacts locaux. Donc, Joël Colombani, ma collègue pour la caisse primaire de Bayonne, pour les employeurs qui relèvent de la caisse primaire de Bayonne, ou Géraldine Etchessar et moi-même pour les employeurs qui relèvent de la caisse primaire de Pau. Donc, pour les réclamations, on vous invite à privilégier le 3679, mais si vous souhaitez déposer des réclamations, le faire plutôt par écrit, vous pouvez le faire sur ces adresses-là, donc sur les adresses DépôDoc. Alors, dans le diaporama, hein, vous aurez les liens du DépôDoc pour Bayonne et du DépôDoc pour Pau. Donc, dépôt PJ, c'est l'envoi des pièces justificatives via le compte d'entreprise, donc sur notre entreprise, ce dont on a parlé. Vous aurez également le lien vers le guide du signalement en DSN. Il vous fait un rappel de tous les différents points que vous pouvez rencontrer. Et on vous rappelle le numéro de la hotline de la DSN. Voilà pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, salaire établi en temps partiel thérapeutique. Alors, si vous avez un arrêt de travail à temps complet, si vous êtes amené à déclarer un arrêt de travail à temps complet et que dans la période de référence, votre salarié a eu un arrêt à temps partiel thérapeutique, dans ce cas-là, oui, vous devez rétablir le salaire à hauteur de ce qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé à temps complet en fonction de son contrat de travail. Voilà. Ça, un temps partiel thérapeutique, c'est si il y a eu du temps partiel durant la période de référence. D'autres questions? Bon, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez de toute façon, vous avez nos coordonnées, hein, donc n'hésitez pas à nous contacter, soit par mail, soit par téléphone, si vous avez besoin de plus de précision. Donc, pour conclure... Oui, si tu me permets, pardon. Oui. Je vois que tu leur as fourni ton adresse mail. Et je ne l'ai pas communiqué la mienne, c'est un oubli de ma part dans le support. Donc, je peux quand même vous la communiquer. Mon prénom, c'est olivier.lalanne@ursaf.fr. Donc, je répète, olivier.lalanne@ursaf.fr. Lalanne, L-E-A-L-E-A-2-N-E. Voilà. Je le noterai sinon. Ouais. Je vous le renverrai lorsque je vous enverrai les diaporamas dans le courant de la journée. Je vous rappellerai l'adresse d'Olivier. Voilà. Donc, est-ce que nous pourrons obtenir le support de cette présentation? Oui, bien sûr. Voilà, comme je disais, je vais vous envoyer le support de l'URSSAF et de la CPAM. Je joindrai également une petite enquête de satisfaction. Vous serez bien aimable de bien vouloir la compléter. Mais écoutez, nous vous remercions pour votre participation et nous vous disons à bientôt pour de prochains webinaires. Pour le moment, rien n'est établi, mais nous reviendrons vers vous très rapidement pour vous faire part des sujets des prochains webinaires. Nous vous remercions. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.